Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans le grand format de ce dimanche 17 septembre 2023. La réforme du système partisan est en marche. Le financement des partis politiques est effectif au Bénin depuis quelques années. La Commission électorale nationale autonome qui s'occupe de la question veut s'assurer de la bonne gestion des ressources mises à la disposition des formations politiques. Les partis non bénéficiaires seront également visités. La tournée de suivi et de contrôle démarre demain lundi pour une semaine. Alors, quels sont les éléments qui entrent en ligne de compte de l'évaluation des partis politiques? Nous en parlerons avec Fidèle Bossou, il est conseiller juridique technique de la Sénat. Nazer Vikou est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. C'est notre invité média pour ce dimanche. C'est lui qui assure l'exercice de décryptage de l'actualité nationale. Avec lui, nous ferons le tour d'horizon des sujets qui ont fait la une de l'actualité cette semaine. Mesdames et messieurs, vous avez raison de nous préférer pour vous informer tous les dimanches. Voici le grand format chez vous. À la une de l'actualité au Bénin, l'ancien député Rachid Gbadamassi était face à la presse ce samedi. Une sortie médiatique qui fait suite aux informations relatives à l'organisation d'une marche organisée par les démocrates à Parakou pour dénoncer la menace d'intervention militaire au Niger. Même si le projet n'est pas encore effectif, Rachid Gbadamassi, que vous voyez sur vos écrans, donc s'y oppose, on en parle dans un instant. On parlera également du 5e congrès ordinaire du syndicat béninois des inspecteurs des enseignements secondaires techniques et professionnels, mieux s'organiser pour une amélioration des conditions de vie et de travail des inspecteurs de l'enseignement du second degré. C'est le thème des assises. Images et reportages à suivre. Assure également les précisions sur les assises nationales, sur la croissance démographique au Bénin. La date est connue et les travaux auront lieu dans la première semaine du mois de novembre prochain. L'agenda des travaux préparatoires a été dévoilé par le gouvernement. On démarre l'acte 1 donc du grand format avec le point de l'actualité direction Parakou pour prendre les nouvelles de l'ancien député Rachid Gbadamassi qu'on n'a pas entendu depuis les dernières élections législatives au Bénin. Sujet trouvé, la supposée marche du parti Les Démocrates pour dénoncer la position du gouvernement dans la crise au Niger, notamment en ce qui concerne l'intervention militaire. Sur la question, Rachid Gbadamassi s'oppose. On va l'écouter. Comme moi, vous avez sûrement appris que le parti Les Démocrates projette d'organiser ce jour une marche contre un hypothétique et imaginaire projet d'attaque militaire du pays frère du Niger par le Bénin et qui serait une décision du président de la République, son Excellence, le président Patrice Talon, homme de paix, homme de rigueur, homme de vision. À travers vos médias, je tiens à dire aux populations de Parakou qu'il s'agit là, si cette marche était effective avec cet objectif, de l'initiative politique la plus honteuse de toute notre histoire politique contemporaine. Les populations de Parakou sont matures et ne seront pas manipulées que lorsqu'elles n'ont pas la vraie information. Chers amis journalistes, le président Talon veut attaquer le Niger. Talon veut faire la guerre au Niger. Ce sont des fake news distillées dans l'opinion par un parti politique en mal d'initiation, en panne d'inspiration. Je voudrais qu'ils sachent qu'en politique, tout n'est pas récupérable. Car s'ils font de la récupération politique avec tous les sujets et toutes les situations sans discernement, ils vont se faire brûler les doigts. Je demande aux populations d'être sereines, calmes, car il n'y aura jamais une guerre entre le Bénin et le Niger. Je leur demande de prier pour le Niger, pour que le pays sorte de la situation éprouvante que son peuple traverse du fait de la prise du pouvoir par les armes et des actions qui s'en sont suivies. Cette sortie médiatique que je fais en raison de l'urgence de mettre fin à l'intoxication
et à la manipulation politique n'est pas encore ma rentrée politique. Je viens tranquillement et sereinement, car nous, Rachid Badamassi, nous ne sommes plus au niveau homme politique. Je suis au degré visionnaire politique et donc on peut laisser les enfants s'amuser dans la cour de récréation pour un peu de temps. Le chat n'est pas là, les souris dansent. Rachidi Badamassi qui donne de ses nouvelles depuis son échec aux dernières élections législatives au Bénin. Cérémonie d'intronisation du nouveau chef de la collectivité Rwandito Gezo. Les rituels se sont déroulés au palais central d'Abomey. C'était en présence des filles et fils de la famille. L'événement tant attendu vient mettre fin à la vacance du trône observée depuis 8 ans. Cette succession effectuée selon les procédures requises est placée sous le signe de la paix et l'entente entre les membres de cette famille. On fait le point avec Imet Elena Moussou. D'une solennité officielle, les manifestations ont connu la présence des filles et fils de toutes les familles parentées alliées. Les cérémonies sont venues mettre fin à la vacance de trône observée depuis 8 ans. Elles consacrent aussi l'intronisation du nouveau chef de la collectivité Rwandito Gezo. C'est un grand événement pour nous et nous remercions Dieu et nos ancêtres parce que depuis le décès de notre cher papa Da, il y a 8 ans, nous avons attendu cet événement, mais enfin, nous remercions vraiment le Tout-Puissant et nous remercions aussi notre feu Père qui est resté là-bas et qui continue de veiller sur nous. Donc aujourd'hui, nous avons vraiment un grand chapeau et nous sommes tous contents. Devant les membres de sa famille, ceux de la cour royale et bien d'autres invités, l'élu désigné par l'oracle et choisi par son géniteur de son vivant pour lui succéder effectue étape par étape tous les rituels pour son intronisation. Comme l'exige la tradition, l'ultime phase qui consacre définitivement Rwandito est revenue à Dada Deweno de Benzin. À la suite des bénédictions du roi du Dahomey, le nouveau chef de collectivité est appelé à faire connaître son nom fort. Dans méthode Beis et Gbekple, exécute ensuite quelques pas de danse avant que ne se poursuivent les rites. Mais sorti et une venue honorable Salé, beto gosin paraku me biwa bokle bana sonu su puis quoi ndo bana sedu me biwa indaji no vinho indo ya roso ba sekwe do me ewe inda huwa tamoyen afo wa. Les Rwandito sont une grande famille et c'est notre famille. Moi, c'est le côté de ma maman. On dit aux gens que nous sommes aussi d'Abomey, ils ne croient pas. Mais aujourd'hui, je crois qu'ils ont la preuve, c'est que nous sommes bien ancrés dans le royaume d'Abomey. Vous avez vu dans cette maison, dans le grand palais royal, nous sommes les seuls qui portons le chapeau et nous avons aussi nos chaussures. Ceux qui ne connaissent pas l'histoire doivent savoir que nous, nos parents, étaient ici depuis 1800. Depuis le roi Agadja. Vraiment, nous sommes heureux de ce qu'aujourd'hui, un des nôtres a été intronisé après le départ de son papa. Mais tout se passe bien et on remercie Dieu. Conscient du rôle ainsi que les tâches qui lui incombent désormais, d'abord au sein de sa famille puis à la cour royale, Dag Gbekple a promis faire de son mieux. La tête couronnée compte surtout sur l'accompagnement de ses aînés, de même que les membres de la collectivité Rwandito Gezo. C'est un renouveau. Les filles et fils de la collectivité à partir de maintenant, doivent s'unir dans la paix pour rehausser le nom de la famille. Cette intronisation est un succès pour la grande collectivité à Moussouga, pour toutes les collectivités qui composent la grande collectivité à Moussouga, et je manifeste une véritable satisfaction en tant que le chef de la grande collectivité à Moussouga, étant donné que la collectivité Rwandito est fils de Moussouga. Avec cette cérémonie, la collectivité Rwandito Gezo peut se réjouir de s'être mise au pas quant aux normes qui régissent les familles dans le royaume. Lundi prochain, les écoles béninoises vont à nouveau ouvrir leurs portes pour la rentrée scolaire et universitaire 2023-2024. La plupart des établissements font déjà leur toilettage pour accueillir dans de bonnes conditions apprenants et enseignants, mais ce n'est pas le cas partout. Quand on prend par exemple ceux de Sekandji dans l'arrondissement d'Agblangadan, les lieux sont investis par l'eau, la cour et plusieurs salles de classe sont inaccessibles. Les usagers de ce collège expriment leur frustration et interpellent les autorités
autorités à divers niveaux sur la situation. On va suivre le cri de cœur. Voici une salle de classe de terminale qui offre une insolite vue sur une bonne étendue de flaques d'eau. La rentrée ne se fera pas ici sans les batraciens. C'est le tableau que présente le CEG de Sekandji à quelques jours de la rentrée scolaire 2023-2024. Que ce soit la cour de récréation ou l'aire de sport, l'eau s'invite dans l'intimité de cet établissement d'enseignement secondaire. Ça ne va pas. Ça ne va pas. Regardez le CEG Sekandji. Ça fait partie des grands CEG de la commune de Semenpodi. Regardez l'état du CEG. Regardez. Regardez la situation sanitaire. Et les apprenants vont commencer les cours bientôt. Ce n'est pas bien. C'est écœurant parce que malgré tout ce que vous voyez ici, on remarque un silence incompréhensible de la part des autorités. Et je vous assure, les élèves ont du mal d'abord à accéder à l'école. Et dès que vous rentrez encore dans l'école, c'est difficilement que vous vous effrayez un chemin pour pouvoir retrouver les salles de classe. Et dans ces conditions, est-ce qu'on peut attendre grand-chose de ces apprenants-là? Aussi, c'est quand il CG, c'est quand il est là. Aussi, Babi, au remis de ma soignon, Rola bien, aussi, mini ici, do, Colidon White, à des héros, donc, on met à l'ogobio la Holby Jali, Talon ni Jali, beau Femi, au grand galet Jali, beau Femina, Yeniwa Bobito, aussi, la Hosina, and by Cantilonami. Then Lalo, me assuming your Cantilonami, not Ponde, et Teroji, Yeni Jali, beau Bobby, Madra Gotori, Madra Gota, Holding Bobby, Gualona Milo. Pendant que les responsables de ce collège d'enseignement secondaire préfèrent ruminer leur indignation en sourdine, les usagers, eux, expriment haut et fort leur indignation. La colère et la frustration peinent à être contenues. Et pourquoi vous nous laissez dans cette condition? Ça ne va pas. Ça ne va pas. Nous sommes avec vous, jour tenu. Monsieur le Président de la République, Sekandji fait partie du Bénin. Sekandji fait partie de la commune de Semenpodi. Semenpodi, c'est une grande commune à statut particulier. Ça ne va pas. Mais pourquoi nous allons rester dans cette condition? Nous travaillons pour nous. Nous sommes derrière vous, jour tenu. Aidez-nous, aidez le CEG Sekandji. Aidez les enfants, aidez les apprenants. Ils ne peuvent pas apprendre dans cette condition. Ça ne va pas. Moi, je vais demander tout simplement qu'ils descendent eux-mêmes. Qu'ils descendent pour venir constater ce que nous disons ici. Parce que le tout ne reste pas le tout ne suffit pas de voir de loin. Non. Descendez, monsieur le maire, descendez, vous qui êtes autorité, vous qui aviez la gestion de cette commune-là. Le CEG Sekandji, on a vu pire au niveau du CEG à Votro. Mais dès que l'État central a décidé, dès que ceux-là qui ont des responsabilités ont décidé donc de prendre en charge cela, on sait les conditions dans lesquelles le CEG Yagbe se trouve aujourd'hui. Très bien praticable. Le cri de cœur est lancé. Dans quelques jours, les élèves reprendront les classes. Et le CEG Sekandji recevra aussi son lot d'apprenants et d'enseignants qui certainement devront ajouter à leur liste de fournitures scolaires des bottes et pourquoi pas des répulsifs anti-moustiques. Voilà donc pour ce constat désolant au CEG Sekandji à la veille de la rentrée scolaire. Le syndicat béninois des inspecteurs des enseignements secondaires techniques et professionnels a tenu ce samedi son 5e congrès ordinaire. Le thème de la journée de réflexion est intitulé « Mieux s'organiser pour une amélioration des conditions de vie et de travail des inspecteurs de l'enseignement du second degré » à l'issue des travaux de ce congrès tenu au lycée technique Koulibaly, ici même à Cotonou. Les membres des instances dirigeantes ont été renouvelés à travers l'élection d'un nouveau bureau. Le compte rendu est signé Clément Achadé. En cette veille de la rentrée scolaire, les inspecteurs de l'enseignement secondaire se retrouvent à Cotonou pour se pencher sur les sujets phares du secteur éducatif au Bénin. Réunis au sein du syndicat béninois des inspecteurs des enseignements secondaires, techniques et professionnels CBSTP, ils tiennent leur 5e congrès ordinaire autour du thème « Mieux s'organiser pour une amélioration des conditions de vie et de travail des inspecteurs de l'enseignement du second degré ». Le moment du bilan est venu pour apprécier les efforts des uns et des autres, d'évaluer ce qui reste à faire ou parfaire pour certainement prendre un nouveau départ. Nous espérons sincèrement que le présent congrès ordinaire parviendra à des conclusions fructueuses grâce aux efforts de tous ses participants. Au cours du mandat syndical qui couvre de 2020 à 2023, nous avons pu organiser 2 conseils syndicaux et une fête de retrouvailles pour honorer
Ouida, nos chers aînés qui nous ont précédés à la retraite. Les conditions de vie et de travail des inspecteurs se sont dégradées en cette décennie où on assiste à une raréfaction des ressources matérielles, financières et humaines mises à la disposition de l'inspection pédagogique. Une bonne organisation des inspecteurs s'impose pour décrocher l'amélioration de nos conditions de vie et de travail. Aux côtés du CBSTP, plusieurs personnalités du secteur de l'éducation venues soutenir les inspecteurs de l'enseignement du second degré à travers ce congrès, de l'inspecteur général adjoint du ministère à la direction départementale, en passant par les syndicats invités et le vice-président du comité administratif paritaire du ministère, tous ont félicité le CBSTP pour son engagement pour le rayonnement du système éducatif au Bénin. Je souhaite plein succès à vos travaux et j'invite beaucoup plus d'écoute au niveau des autorités parce que ici, les conseils pédagogiques, c'est eux qui vont concevoir, c'est eux qui vont décider de certains nombres. Ils ne décident pas, ils conçoivent. Mais si on ne les écoute pas, on va prendre des décisions biaisées. Et finalement, on n'aura pas de bons résultats. Je voudrais, à ce titre, vous féliciter d'abord pour le respect des tests en tant que garant des normes, puis pour l'ambition de faire jouer un rôle accru pour accompagner les réformes en cours. Le 5e congrès du CBSTP a permis aux participants d'actualiser les tests de leur organisation, mais aussi installer un observatoire de la déontologie et de l'éthique de la corporation des inspecteurs. Les assises de ce 5e congrès sont sanctionnées par l'élection d'un nouveau bureau de 11 membres qui va exercer un mandat de 4 ans. Et pour conduire le dit bureau, Dr Flavien Gangbé a été réélu pour un 2e mandat. Les associations Lyon Club Cotonou, Les Palmiers et Business Professional Women étaient ce samedi à l'orphelinat Ave Maria des Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception à Cotonou. L'objectif était bien clair, il s'agit de faire don aux enfants du foyer afin de leur permettre d'effectuer une très bonne rentrée. Reportage. Voilà le but visé par les associations Lions Club Cotonou, Les Palmiers et Business Professional Women. Donner la joie aux enfants de l'orphelinat Ave Maria des Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception. À travers cette collaboration, ces deux associations ont apporté des vivres et des fournitures scolaires aux enfants. Je voudrais dire que dans notre plan d'action pour le mandat 2023-2024, nous avons promis faire des œuvres avec d'autres clubs services. Et au nombre de ces clubs services, nous avons identifié BPW Cotonou Bénin dans notre plan d'action pour nous accompagner pendant nos œuvres. Et c'est ce qui explique aujourd'hui, n'est-ce pas, le partenariat avec BPW Cotonou Bénin pour nous accompagner, n'est-ce pas, dans cette activité-là. Et cette activité, bien sûr, s'inscrit dans le cadre de notre vision qui est de contribuer au bien-être de la jeunesse et de l'enfance en situation difficile en particulier. Avec la rentrée scolaire qui débutera le lundi 18 septembre 2023, l'orphelinat Ave Maria des Sœurs Pèlerines de l'Immaculée Conception a désormais de quoi donner le sourire et une belle rentrée à ses pensionnaires. Les donateurs ont également offert une enveloppe pour accompagner dans les dépenses du foyer pour cette nouvelle rentrée scolaire. Nos enfants vont commencer les classes le lundi et il faut bien que nous les accompagnions. C'est pour cela que nous avons acheté des fournitures. Pas seulement des fournitures, parce que quand ils vont aller à l'école, ils vont revenir, ils vont également manger. Donc Lions Club a décidé de faire accompagner ce don de fourniture par le don de vivres. Et BPW va remettre également une enveloppe pour pouvoir accompagner ces vivres qui seront offerts par Lions Club.
C'est une promesse faite lors de précédentes visites qui a été honorée. La mère des enfants a également exprimé sa reconnaissance pour les dons et les vivres reçus. Je ne peux que vous dire merci. Vous avez bravé la pluie pour venir voir vos enfants. Merci infiniment. Il n'est pas donné à tout le monde de poser l'acte que vous avez fait aujourd'hui. Et on ne peut que vous dire que Dieu vous protège, vous bénisse, vous accompagne partout où vous irez. Et que notre Seigneur vous donne toujours au-delà de vos attentes. Des présidentes en exercice de Lions Club Cotonou Les Palmiers et Business Professional Women ont réaffirmé leur engagement à continuer à donner le sourire à ces enfants au cours de leurs différents mandats. La communauté internationale célèbre chaque 17 septembre la journée mondiale des patients. À l'occasion de la 24e édition, le ministre de la Santé s'est adressé aux populations à travers un message. En prélude aux manifestations officielles, le professeur Benjamin Honkwanti est revenu sur les efforts du gouvernement visant à améliorer la qualité et la sécurité des soins et services offerts aux populations. Voici un extrait de son message. Béninoises, Béninois, chers compatriotes, l'amélioration de l'état de santé des populations à travers le droit à la santé pour tous repose sur la garantie de la qualité et de la sécurité des services de santé fournis aux populations. C'est donc à juste titre que les réformes engagées depuis 2016 dans le secteur de la santé au Bénin ont mis l'accent sur la nécessité d'assurer en permanence l'amélioration continue de la qualité et de la sécurité des soins et services de santé offerts aux populations. Mesdames et messieurs, la sécurité des patients est un enjeu mondial. Les causes les plus meurtrières en rapport avec la sécurité sanitaire sont les infections nosocomiales, les erreurs de traitement, les accidents des patients, les problèmes de communication, l'environnement de travail désorganisé. Au Bénin, selon une enquête menée dans 87% des hôpitaux, la prévalence des infections nosocomiales était de 19,1%. Dans le cadre de la célébration de cette année 2023, l'Organisation mondiale de la santé a choisi pour thème « Faire des patients les acteurs de leur propre sécurité ». Mesdames et messieurs, le but visé à travers le thème choisi cette année est de mieux impliquer les patients, leurs familles et les soignants dans les actions de réduction des risques en milieu de soins. Ainsi, l'OMS, dans le cadre de la mise en œuvre du plan d'action mondial pour la sécurité des patients 2021-2030, a fait de la collaboration des patients et des familles la principale stratégie pour éliminer les préjudices évitables en milieu médical. Je l'ai annoncé en début de cette session d'information, la date des assises nationales sur la croissance démographique au Bénin est déjà connue. Les travaux auront lieu dans la première semaine du mois de novembre prochain. L'agenda de cette concertation nationale et celui des différents travaux préparatoires ont été dévoilés par le gouvernement jeudi dernier au Palais des Congrès de Cotonou. Le point des raisons de la convocation de ces assises a été fait au cadre de l'administration pour asseoir leur compréhension du bien fondé de cette initiative. Le reportage est signé William Clicquant. La problématique des assises nationales sur la croissance démographique est présentée ici à tout l'appareil administratif du Bénin. Les hauts cadres sont introduits aux discussions à mener dans les prochains jours avec les différentes couches de la population. Il nous a paru dans ce contexte-là très important de vous réunir ici de par vos attributions respectives pour vous faire la présentation de la problématique et pour ensuite, je l'espère en tout cas, compter sur vous pour aider à disséminer le message non pas du gouvernement, mais le message de notre pays sur cette problématique importante pour notre pays, notre nation et de façon générale, je peux le dire, pour la plupart des pays africains.
Les présentations ont démarré avec le ministère du Développement, le bilan des différentes politiques de population adoptées par le Bénin depuis des décennies à la clé. La bonne foi de parentalité responsable, prêtée aux Béninois, a échoué jusque-là. Et c'est ce qu'on retient de l'indice synthétique de fécondité, qui reste de 6 enfants en moyenne par femme. Le balai des autres membres du gouvernement s'en est suivi avec une brève cartographie de l'état des lieux et des prévisions de certains sous-secteurs à l'horizon 2050. À la santé, le tableau peint en termes de demandes à satisfaire en nombre de médecins, infirmiers et sages-femmes pour une couverture nationale en ces années interpelle. Le ministre des Enseignements maternels et primaires a relevé la difficulté du Bénin à maintenir le cap de la soutenabilité du financement de l'éducation avec cette vitesse de croissance démographique. Son collègue du degré d'enseignement suivant a démontré à son tour les prévisions de la population d'apprenants au premier cycle du secondaire. Elle va faire à cette échéance plus de 5 fois l'effectif actuel. Au supérieur, le ratio enseignant-étudiant, déjà mis à mal, devrait se creuser davantage. La feuille de route pour discuter des mesures à adopter pour maîtriser cette allure d'accroissement de la population est déjà définie. Les 2 dernières semaines du mois de septembre vont servir aux rencontres de démarrage avec les ministères, les partis politiques et les religieux. Cette fin septembre et le début du mois d'octobre sont consacrés aux partenaires au développement. Certains corps constitués de la société, comme les syndicats, les secteurs productifs et la société civile, seront consultés courant les 3 premières semaines d'octobre. La rencontre avec le monde universitaire se tient dans cette même période, au même titre que les concertations dans les 77 communes du Bénin. Les assises nationales proprement dites vont accueillir les 1200 délégués attendus à Cotonou au début du mois de novembre prochain. Une note de sport pour boucler l'acte 1 du grand format. La 2e édition du tournoi de football Feu Paulin Tomanaga a connu son épilogue. La finale a opposé l'équipe de Trizis d'Abomey à celle de Harmonie de Boycon. La compétition qui a duré 2 mois s'est achevée par le sacre de l'équipe d'Abomey comme championne de la saison 2023. Imet Elena Monsou. 2 mois de challenge pour célébrer le football, mais aussi rendre hommage au tout premier maire de la ville de Boycon à l'aide de la décentralisation. Le tournoi à Feu Paulin Tomanaga est à sa 2e édition. Les hostilités lancées il y a quelques semaines ont connu la participation d'une vingtaine d'équipes provenant des départements du Zou, du Mono et du Koufo. Feu Paulin Tomanaga, je suis le premier maire de Boycon à l'aide de la décentralisation. Nous jeunes, il a beaucoup fait pour nous, raison pour laquelle nous avons voulu l'immortaliser. Qu'est-ce qui peut réunir la jeunesse? Je pense qu'il n'y a rien d'autre que le football. Je remercie beaucoup tous les sponsors qui nous ont aidés du début jusqu'à la fin. Le président Olivier Bocor, le président maire Luc Saint-Ondi Atroko, qui nous a assistés. Après les éliminatoires quart et demi-finale, les 2 meilleurs groupes de joueurs retenus se sont affrontés sur le terrain du stade Omnisport de Goro. Pour ce match comptant pour la finale, Trizis Abomey en blanc était face à Harmonie de Boycon en orange. Au bout du temps réglementaire, les joueurs d'Abomey ont su imposer leur suprématie. La rencontre s'est soldée par le score de 2-0. C'est une bonne équipe. C'est une bonne équipe. Au premier parti, ils nous ont bouleversé un peu. C'est à la deuxième partie que le coach nous a consigné et on a su la consigner et on a gagné. Oui, très content, très content. C'est un match de football, il y a toujours un gagnant, un perdant. Cette fois, la chance ne nous a pas accompagnés. Reconnaissez que l'équipe adverse était une très bonne équipe. Ils ont su s'imposer avec leur jeu. Et nous aussi, nous n'avions pas démérité. Tout s'est passé dans la sérénité, dans une très bonne ambiance. La prochaine édition, je pense que ça serait plus bon que plus que la 2e édition. Occasion de démontrer leur savoir-faire en matière de curon, le tournoi Feu Paulin Tomanaga est aussi organisé dans le but de mieux occuper la jeunesse pendant ses vacances. Pour la réussite de l'événement, les organisateurs ont bénéficié du soutien de l'association des pasteurs portant les idéologies de Bocor Olivier. Notre président Patrick Talon, des 22 stades qu'il a réalisés pour nous sur toute l'étendue du territoire, vraiment ça nous a beaucoup enchanté et c'est pour cela que nous sommes venus soutenir cet événement pour prouver aux gens que vraiment est l'utilité de ce joyeux. Sacré vainqueur de cette 2e édition de la compétition,
Trésis Abomé a reçu le trophée réservé à l'équipe championne plus une enveloppe de 2 millions de francs CFA. Harmonie de Boycon a aussi été gratifiée d'un trophée et une enveloppe financière de 300 000 francs CFA. De nombreux lots ont été distribués aux autres groupes de joueurs en guise d'encouragement. Tout en se félicitant d'avoir pu tenir le pari de l'organisation, le promoteur et ses compagnons promettent faire mieux à la prochaine vacance. Et c'est sur cette note sportive que prend fin l'acte 1 du grand format. Dans la suite, la page invitée, le conseil technique juridique de la Sénat sera avec nous dans un instant. Fidèle Bosso vient nous parler de cette mission de suivi et de contrôle dans les sièges des partis politiques initiée par la Commission électorale nationale autonome. De quoi sera constituée donc cette mission? Il nous le dira juste après la pause. C'est intéressant ce que tu regardes? Oui, je prends des notes pour mes prochains cours. C'est l'heure d'apprendre avec Canal+. Grâce à nos chaînes jeunesse, Latin+, Canal+, Family, Ludikids, Télétoon+, et bien plus encore, nos enfants s'éveillent. N'oubliez pas d'activer le contrôle parental pour leur offrir du divertissement en toute sérénité. Réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+. Vous êtes prêts? Attention, Première Ligue, Ligue 1, Liga, Serie A et Bundesliga, les plus grands championnats vont faire sensation. Des ambiances à couper le souffle, du spectacle à en perdre la tête. À l'école des talents, c'est de là, sont les premiers. En immersion dans le meilleur du football européen, vous allez vibrer, vous allez crier, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vivez la reprise des 5 championnats européens seulement avec Canal+. Ça revient. C'est un but pour l'histoire. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre le meilleur du foot. Et oui, le complexe scolaire Clé de la Réussite a obtenu au bac 2023 6 mentions très bien, dont 4 en G2 et 2 en série D, avec le 2e et le 5e du Bénin au bac G2. En plus des 22 mentions bien, Clé de la Réussite a obtenu 60 mentions assez bien sur les 295 admis au bac 2023. Cerise sur le gâteau, premier du Bénin au CAP 2023. C'est la culture de l'excellence à travers des séances de travaux dirigés en soutien aux cours théoriques et pratiques. Inscrivez-vous au complexe scolaire Clé de la Réussite pour différentes formations. Enseignement primaire de la classe de CI au CM2. Enseignement général et commercial de la 6e en terminale. A, B, C, D, G1, G2 et G3. Formation en transit et consignation. Site de Ménontin, vont en face du marché de Ménontin. Site de Zoboroué, vont derrière le stade de l'Amitié. Site de Bégamin, en face des rails. Site de Calavi, au quartier Agori, route de Tampais. Clé de la Réussite. Nous cultivons l'excellence. Téléphone à 97 88 42 16. USM Bénin, établissement privé d'enseignement supérieur, spécialisé dans la formation des leaders, vous offre différentes formations homologuées par l'État béninois et accréditées par le CAMES qui vous donne les grades de licence et master professionnel. Au terme de votre formation, vous êtes directement opérationnel dans le tissu économique et maîtrisez les péripéties de l'administration des entreprises, des relations internationales et des sciences sociales. Nos filières en licence Bac+3 et master Bac+5, génie civil, eau et assainissement, administration générale, administration des finances, sciences juridiques, sciences politiques, sciences économiques et de gestion, marketing, communication et commerce, banque finance et assurance, finance, comptabilité et audit, gestion des ressources humaines, entrepreneuriat et gestion des projets, transport et logistique, gestion des médias, hôtellerie, tourisme et restauration, système informatique et logiciel, assistant de direction. USM Bénin, c'est la boussole à l'emploi indépendant et salarié. Nos différents sites, Cotonou, Calavi, Akpapa, Porto Novo, Lokosa, Boïcon, Parakou, Djougou. Contact plus 229 97 30 84 84. USM Bénin, le chemin vers l'emploi.
Une semaine pour parcourir les sièges des partis politiques au Bénin. La Commission électorale nationale autonome répond ainsi aux dispositions de la charte des partis politiques en vigueur au Bénin. Alors, sur quels éléments ces partis seront-ils évalués par l'institution en charge de l'organisation des élections au Bénin? Le conseiller technique juridique de la Sénat est avec nous sur le plateau du grand format. Monsieur Fidèle Bossou, bonjour. Bonjour, cher ami. Alors, bienvenue sur le plateau du grand format. Merci beaucoup. La tournée va démarrer demain. Quel est l'objectif donc de la mission? Merci beaucoup pour l'occasion que vous nous offrez de nous exprimer sur ce que nous faisons à la Sénat. Parce que souvent quand les gens entendent Sénat, ils voient directement les élections, mais ce n'est pas que ça. Oui. En fait, la mission de suivi et de contrôle de l'existence fonctionnelle des partis politiques vise simplement à vérifier que les partis politiques vivent leurs activités, leurs missions, exercent leurs missions telles que la charte des partis politiques l'a prévu. Donc l'objectif ici est de vérifier si les partis politiques se portent comme il faut. Est-ce qu'ils ont leur siège comme la loi l'exige? Est-ce que toutes les instances prévues par la loi sont fonctionnelles? Est-ce que, au niveau financier, par exemple, est-ce que la comptabilité est bien tenue? Bref, il y a un certain nombre d'obligations qui sont mises à la charge des partis politiques et il est intéressant d'aller vérifier comment les partis politiques s'acquittent de ces différentes obligations. Alors, quels sont les partis concernés? Est-ce que c'est seulement les partis qui bénéficient du financement public ou tous les partis politiques au Bénin? Voilà, c'est tous les partis politiques au Bénin. Voyez-vous, lorsqu'un parti politique se constitue, c'est en se constituant, il s'engage à observer un certain nombre d'obligations. Oui. Et bien entendu, il y a également des prérogatives qui sont prévues en faveur de chaque parti politique, pris comme ça individuellement. Maintenant, pour bénéficier de ces prérogatives, il y a sans doute des conditions qu'il faut remplir. Donc, il n'y a pas que les partis politiques qui bénéficient du financement public qui seront contrôlés, c'est l'ensemble des partis politiques qui existent sur notre territoire national jusqu'au jour d'aujourd'hui. Alors, il y a certains partis qui jusque-là donc, ne se sont pas encore conformés à la réforme du système partisan. Est-ce que ces partis sont concernés par le contrôle? Vous pensez à quel parti, par exemple? Il y a des partis qui, au lendemain donc, de la réforme du système partisan, il y a certains partis qui ont refait les congrès pour se conformer aux dispositions donc, de cette réforme. Il y en a qui sont restés tels qu'ils étaient avant la réforme. Non. En réalité, nous travaillerons sur le terrain avec la liste des partis politiques qui nous a été envoyée par le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique. C'est-à-dire les partis régulièrement constitués et enregistrés. Est-ce que vous voyez? Donc c'est de cela qu'il s'agit. Les partis qui ne se sont pas conformés à la réforme, on suppose qu'ils n'existent pas. Si nous n'avons pas leur nom sur la liste que nous avons reçue du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, c'est que pour nous, ces partis politiques n'existent pas légalement et il n'y a pas lieu donc d'aller leur rendre visite. D'accord. Concrètement, quels sont les éléments ou les données dont la Sénat a besoin une fois dans les sièges des partis politiques? Très bien. Alors, vous savez, la charte des partis politiques impose aux partis politiques d'avoir, outre un siège national, des sièges départementaux. Oui. Donc, il y a un premier niveau de contrôle qui consistera à constater l'existence physique des sièges des partis politiques. C'est-à-dire, en plus du siège national, est-ce que chaque parti a un siège départemental dans tous les départements de notre État? Oui. Maintenant, une fois arrivé sur le terrain, parce que nous sommes en contact avec les partis politiques qui nous donnent des signalements par rapport à leur localisation, une fois arrivé sur le terrain, c'est qu'il faut aller voir le siège, le constater effectivement. Mais on ne se limitera pas à cela. Il faut aussi vérifier que le minimum indispensable pour faire fonctionner un siège existe. Parce que le tout ne suffit pas d'ériger un bâtiment ou bien d'afficher une banderole pour dire, bon voilà, c'est le siège départemental. À l'intérieur, on doit pouvoir trouver du personnel, un minimum de moyens, d'outils qui font fonctionner, même s'il s'agit au minimum d'une structure administrative. C'est une exigence de la loi. Ça, c'est un premier point. Ensuite, on va s'intéresser
aux ressources financières, à l'organisation des ressources financières, à la gestion des ressources financières des partis politiques, parce que, voyez-vous, les partis politiques bénéficient d'un financement public, c'est vrai, tous n'en bénéficient pas, mais ils ont également la possibilité de s'autofinancer. Oui. Mais bien qu'ils s'autofinancent, d'accord, cela ne les met pas à l'abri du contrôle. On veut bien voir comment les ressources dont le parti dispose sont gérées. Est-ce que le parti politique rend compte, la direction du parti politique rend-elle compte de cette gestion à ses militants? Parce que c'est une exigence de la loi. Est-ce que vous voyez? Maintenant, lorsqu'il s'agit d'une subvention, le parti politique bénéficie d'un financement public, par exemple, là, ça devient encore plus sérieux. Parce que lorsqu'il y a des manquements, le parti politique peut perdre ce financement. Est-ce que vous voyez? Donc, premièrement, vérifier l'existence physique des sièges, vérifier que ces sièges-là remplissent un minimum de conditions, ensuite s'intéresser à l'organisation financière, n'est-ce pas, les ressources financières du parti politique, s'intéresser au fonctionnement du parti politique au regard de ses propres instances. Est-ce que les réunions se font? Si les réunions se font, est-ce qu'il y a des documents qui l'attestent? Est-ce que, par exemple, vous voyez, lorsqu'un parti politique bénéficie des dons, d'accord, des legs, il a l'obligation d'en faire une déclaration adressée à la Sénat. Est-ce que vous voyez? Adressée à la Sénat. Vous comprenez bien? S'agissant par exemple de la comptabilité, c'est que les partis politiques sont obligés de faire certifier leur comptabilité par 2 commissaires aux comptes. Il faut voir si ces certifications-là sont faites. Parce que tout ceci doit être adressé aussi à la Sénat et à la Cour des comptes. Donc voilà globalement les éléments dont vous avez besoin. Avant même de lancer la tournée, la Sénat a échangé avec les responsables des partis politiques cette semaine. Comment ont-ils réagi à la démarche? Oui, il y avait une réaction mitigée parce que certains partis politiques, certains représentants de partis politiques pensent que ne bénéficiant pas du financement public de l'État, ils ne devaient pas être contrôlés, ce qui est tout à fait... Qu'on vient demander comment est-ce qu'ils gèrent leurs ressources alors qu'ils ne sont pas bénéficiaires. Non. Puisque la loi prévoit que le financement d'un parti politique, ça se fait de 2 manières. Il y a le financement privé, il y a le financement public. Et pour bénéficier du financement public, il faut remplir un certain nombre de conditions. Si les partis politiques ne remplissent pas ces conditions, ils ne sont pas éligibles. Est-ce que vous voyez? Parce que si on ne mettait pas des conditions, ça veut dire que on se réunit quelque part, on va voir le ministre de l'Intérieur qui dit, bon, on s'est constitué, on est parti politique, donnez-nous de l'argent pour qu'on fonctionne. Non, c'est pas comme ça. Est-ce que vous voyez? Donc, le parti politique est une personne morale, d'accord? En tant que tel, le parti politique est assujetti à un certain nombre d'obligations, qu'il bénéficie du financement public ou non. Donc c'est tout ça là qui va être vérifié. Globalement, les partis politiques ont apprécié, sont prêts à vous accueillir? Oui, pour l'ensemble, oui, ils sont prêts à nous accueillir pour l'ensemble parce que nous sommes à la Sénat, nous sommes en partenariat avec les partis politiques. Ce sont nos partenaires, nous échangeons régulièrement ensemble. Et pour faire cette mission, on aurait pu aller directement sur le terrain, mais puisqu'il s'agit d'un partenaire important, nous avons souhaité donc les inviter. Les invités ils sont venus, nous avons échangé. Ce n'est point en position de gendarme que la Sénat se déplace sur le terrain, non. Parce que si au finish, à la fin de la mission, il y aura des rapports qui vont être rédigés pour relever les insuffisances, pour constater également les avancées par rapport aux précédentes missions de contrôle. Est-ce que vous voyez? Et ensuite, il y aura des recommandations qui seront faites pour aider les partis politiques à s'améliorer, à se conformer davantage au cadre juridique qui régit leur existence. Donc, ce n'est pas banal comme mission. Même si le parti politique ne bénéficie pas d'un financement public, il est intéressant que ce contrôle-là se fasse pour l'aider à améliorer son mode de fonctionnement. Et pourquoi pas, ça pourrait aussi l'aider à remplir les critères d'éligibilité au financement public. Voilà. Donc, la Sénat a mis en place une plateforme informatique pour constituer une base de données de contrôle et de suivi de conformité de l'existence fonctionnelle des partis politiques. Alors aujourd'hui, comment est-ce que ça fonctionne? Voilà, en fait, la plateforme a été mise en place.
la finalité, c'est de pouvoir disposer d'une base de données, d'accord, numérisée sur les partis politiques pour pouvoir faire un suivi. Est-ce que vous voyez, pour pouvoir faire un suivi. Alors, la plateforme, c'est la première expérience à l'occasion de cette mission. Et donc, à l'occasion de cette mission, les équipes de terrain, qui sont, soit dit en passant, les équipes mixtes constituées des cadres de la Sénat et de la direction des partis politiques et des affaires électorales, donc, sont dotées des smartphones. Et c'est avec les smartphones, en se servant de leurs smartphones, justement, qu'ils vont adresser un questionnaire aux partis politiques. Le questionnaire, donc, est renseigné et les informations sont remontées automatiquement au niveau de la plateforme qui est située à la Sénat. Ce qui permet donc à la Sénat d'avoir déjà une vue d'ensemble des partis politiques qui existent, qui remplissent un certain nombre de conditions, et de garder également les statistiques. C'est vrai, parce qu'il s'agira de voir par rapport aux précédentes missions, est-ce que tel parti qui avait telle insuffisance a pu corriger cette insuffisance. Sinon, comment faire pour l'aider pour avancer. Est-ce que vous voyez? Donc, cette plateforme informatique est un outil de suivi et de contrôle des partis politiques. Ça permet de savoir comment les partis politiques se comportent par rapport à leurs obligations. Et vous voyez, contrairement à ce qui se passe par le passé, où c'est des données en papier, ça se perd quand on change d'administration ici, etc. Ici, cette plateforme informatique donc, a vocation à rendre pérenne, n'est-ce pas, le suivi des partis politiques. Ça permet d'avoir une vision beaucoup plus claire, globale de ce que sont les partis politiques dans notre État. D'accord. Après la mission de contrôle et de suivi, quelle va être la suite? Oui, la suite, c'est d'abord, comme pour toute mission, il faut faire des rapports circonstanciés, des rapports particuliers d'abord, adressés à chaque parti politique pour lui notifier les points forts, les points positifs, les inconvénients et lui faire des recommandations. Ensuite, sur la base de ces rapports particuliers, un rapport synthèse sera fait, n'est-ce pas, déposé à la Sénat et au ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique à titre de compte rendu. Voilà. Oui. Alors, on va finir un mot rapidement à l'endroit des responsables des partis politiques qui vont vous accueillir à partir de demain. Oui. À l'endroit des responsables des partis politiques, comme je le disais tout à l'heure, la Sénat ne va pas sur le terrain dans la posture d'un gendarme. Non. Nous sommes des partenaires et cette mission, c'est justement pour aider les partis politiques à améliorer leur mode de fonctionnement. Donc, il est souhaitable que les responsables des partis politiques, comme nous l'avons dit la dernière fois à la séance d'échange à la Sénat, qu'ils prennent les dispositions pour accueillir les différentes équipes, se mettre à la disposition des différentes équipes afin que la collecte de données puisse se faire de manière intéressante. D'accord. Merci à vous, Monsieur Fidèle Bossou, conseiller technique juridique de la Sénat, Commission électorale nationale autonome. Très bonne journée à vous. Merci beaucoup, cher ami. Bonne journée. Mesdames et messieurs, on va suivre à présent la revue de presse hebdomadaire de Assiomo Kani. Assiomo qui va planter le décor du décryptage de l'actualité nationale. Celui qui assure l'exercice ce dimanche, c'est bien Nazer Vico. Il est le directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent. Voici la revue hebdo. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 112 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée!
agricole de Cotonou et Abomey-Calavi. Prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la Mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Mesdemoiselles, Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de choisir la revue de presse. L'Agence internationale de notation financière Fitch a maintenu la note de B+ attribuée à la République du Bénin avec perspective stable. Le matinal expliquait que l'annonce a été faite par le ministère de l'Économie et des Finances via un communiqué en date du 12 septembre 2023. Selon le document, cette décision atteste de la résilience des fondamentaux économiques du Bénin dans un contexte d'instabilité internationale et régionale accrue. Fraternité d'ajouter que Fitch souligne par ailleurs la bonne performance du Bénin en matière de consolidation budgétaire malgré les événements régionaux. L'agence prévoit à ce titre une réduction du déficit budgétaire en 2023 en ligne avec les anticipations du Fonds monétaire international pour atteindre près de 3% du PIB en 2025. Enfin, l'agence prévoit une diminution du niveau d'endettement en 2024 et 2025 sous l'effet des efforts de consolidation budgétaire du Bénin et du maintien d'une croissance dynamique. Pour l'économiste du Bénin, Fitch salue en particulier la qualité de la gestion prudente et proactive de la dette publique et la capacité du Bénin à maintenir un coût de la dette très attractif malgré l'environnement de remontée des taux d'intérêt. En cours de semaine, quelques publications, dont notamment La Nation, abordaient les sommets G20 de Paris et Nairobi et les attentes des chefs d'État pour enseigner que dans la perspective de la tenue du sommet du G20 les 9 et 10 septembre 2023, certains dirigeants du monde, dont le président Patrice Talon, co-signaient une tribune pour situer sur leurs attentes. Le journal soulignait que fin juin, un sommet historique sur la solidarité internationale a permis de conclure le pacte de Paris pour les peuples et la planète. Il y a quelques jours, les dirigeants africains ont fait écho à cette dynamique et l'ont amplifiée en adoptant la déclaration de Nairobi lors du premier sommet africain sur le climat qui s'est tenu au Kenya. Le G20 qui s'est réuni à New Delhi les 9 et 10 septembre est une étape importante pour faire avancer cet agenda. Une note qui réjouit les retraités béninois, c'est l'augmentation de leurs pensions et comme le relatait le matinal, le premier conseil des ministres post-congé gouvernemental a visiblement fait le bonheur des retraités et rentiers de la Caisse nationale de sécurité sociale. Le conclave gouvernemental a en effet décidé de faire justice à cette catégorie de travailleurs qui pourront rétroactivement, pour compter du 1er janvier 2023, bénéficier des augmentations sur les pensions. Fraternité indiquait qu'ayant rappelé que le montant mensuel de la pension de vieillesse ou d'invalidité ne peut être inférieur à 60% du salaire minimum interprofessionnel garanti du territoire national et ne peut être supérieur à 80% de la rémunération mensuelle moyenne de l'assuré conformément aux dispositions de la loi portant code de la sécurité sociale en République du Bénin. Le Conseil a indiqué que la pension minimum est actuellement de 24 000 francs CFA. La Nation fait observer que tenant compte des réalités du coût de la vie et pour éviter une baisse significative du pouvoir d'achat des retraités et rentiers, le Conseil des ministres a procédé à un relèvement des pensions dans les proportions comprises entre 30% et 1% suivant différentes tranches. En effet, la revalorisation des salaires des fonctionnaires de l'État décidée par le gouvernement pour compter de décembre 2022 a induit de facto
celle des pensions des retraités relevant du Fonds national des retraites du Bénin, mais le mécanisme opérationnel n'est pas automatique pour les retraités du secteur privé, les affiliés à la Caisse nationale de sécurité sociale. Vie des partis politiques, le bloc républicain sonne la remobilisation de cette troupe, ce que rapportait le matinal qui renseignait que responsables, cadres, militants et partisans du parti bloc républicain étaient en congrès extraordinaire le samedi 9 septembre 2023 au Palais des Congrès à Cotonou. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour de la séance, dont l'installation des nouvelles instances dirigeantes du parti et l'instauration d'un nouveau mot d'ordre. Les travaux ont consacré l'élection de Abdoulaye Biotchane au poste du président du parti du Cheval Blanc Cabré. À l'issue des travaux, d'importantes réformes innovantes ont été opérées pour davantage impacter le paysage politique du pays, dont l'élargissement et l'installation du bureau politique à toutes les personnalités des 24 circonscriptions électorales avec une quasi-présence de jeunes et des femmes pour injecter du sang neuf au rouleau compresseur. Le Bénin savoure depuis quelques jours son titre de champion du monde en pétanque. Fraternité l'affichait en gros titre et s'exclamait « Les guépards et les Amazones brillent de mille feux ». Le journal pointait que c'est une première dans l'histoire du pays. L'exploit est réalisé par le duo Marcel Gbetablé et Laïma Sambo qui a battu les Français Audrey Bandiera et Didier Rocher dans la catégorie doublette mixte au championnat mondial de pétanque. Dans un ultime tir, Marcel a cassé un avantage français et prend 2 points décisifs qui permettent à l'équipe béninoise de remporter la finale par 13-8. Une victoire qui inscrit le Bénin dans les annales de la pétanque. Dans la seconde d'après ce tir victorieux, c'était l'exultation totale dans le public sans distinction de statut. Le ministre des Sports, Osvaldo Meki et plusieurs personnalités ont communié avec le public dans cette liesse pour célébrer les nouveaux champions du monde. À la suite de Fraternité, le matinal renchérissait. Le Bénin champion pour le journal. L'hymne national du Bénin a retenti mardi 12 septembre 2023 sur l'esplanade de l'Amazone à Cotonou où ont lieu depuis le samedi 9 septembre 2023 les 50e mondiaux de pétanque. Ceci grâce à la victoire du duo mixte composé de Laïma Samba et Marcel Gbetablé. Au terme de la finale disputée dans cette catégorie face à la paire française composée de Audrey Bandiera et du redoutable Dylan Rocher, ce sont les 2 représentants du Bénin qui ont fini victorieux avec un score de 13-08. L'autre vision ne manquait pas de participer à cette liesse et ajoutait que dans un match très disputé, la team Bénin est venue à bout de l'équipe française sur le score de 13-8. Le Bénin sur le toit du monde en doublette mixte, titrait à son tour l'autre quotidien pour lequel l'exploit réalisé par Sambo et Gbetablé est une première pour le Bénin dans le monde de la pétanque. Le duo, comme d'ailleurs celui qui s'est illustré dans l'après-midi du même jour, frôlant une nouvelle victoire, a fait preuve de talent, de concentration et de détermination tout au long du tournoi. Les boulistes béninois de la doublette mixte se sont imposés comme les meilleurs dans la catégorie doublette mixte. Un deuxième titre de vice-champion du monde affiche La Nation qui relatait que le Bénin termine donc vice-champion du monde dans cette catégorie après un match difficile pour Marcel Biot qui n'a pas pu résister face à la rage de vaincre des Français. Le challenge renseignait que la Coupe du monde de pétanque est très suivie dans le monde entier et le Bénin félicité pour cet exploit. Au-delà, le gouvernement du Bénin a le mérite d'avoir accompagné les sportifs pour cet exploit. Ce sera tout pour la revue de presse hebdomadaire.
Revue de presse hebdomadaire de Asiongbo Kani Asiongbo qui nous résume l'essentiel des informations vues par la presse écrite cette semaine. Pour le tour d'horizon de l'actualité nationale, il est déjà bien installé. Nazer Vikou, bonjour. Bonjour Idriss Boukari, salut à tous les téléspectateurs du Canal 3. Directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent, merci d'être avec nous. On va commencer avec cette sortie du parti Les Démocrates pour dénoncer la posture du gouvernement dans la crise au Niger. Quelle analyse faites-vous de cette sortie du parti d'opposition? Idrissou, en cela j'apprécie ce parti, les démocrates, parce que depuis qu'ils ont fait leur retour sur la scène politique nationale, le parti essaie à sa manière d'animer. Vous les avez vus depuis qu'ils sont... le parti a réussi à placer 28 députés à l'Assemblée nationale et chaque fois ils descendent sur des terrains, sur des questions d'actualité, ils réagissent. Si c'est bon, ils se disent, bon, le gouvernement a réussi à faire ceci, et ils apprécient. Si c'est mauvais, ils dénoncent, ils font des propositions. Vous les avez vus hier. Et ils ont, malgré la pluie, la pluie qui s'est abattue sur Cotonou, les militants ont bravé la pluie, ils étaient nombreux à prendre d'assaut la place Vidolé. Et moi, j'étais surpris de voir les Béninois, quand il s'agit de ces gens de mobilisation, se déplacer. Ils ont dit ce que tous les autres partis pensaient. Ils ont dit ça hier. Ils ont fait des propositions au gouvernement. Ils ont dénoncé le fait que nous sommes, le Niger et le Bénin sont des pays frères. Il n'est pas question que le gouvernement, dont le chef de l'État, qui fait des déclarations, dit nous allons intervenir au Niger et nous allons intervenir avec des forces pour aller combattre, parce que pourquoi le Niger aujourd'hui dit je ne suis plus d'accord avec mon colonisateur par rapport à telle situation, je ne suis plus d'accord. La France dit, vous avez fait un coup d'État, nous ne sommes pas d'accord avec les coups d'État. C'est vrai, personne n'aime les coups d'État. Mais dans la situation actuelle, il n'est pas question qu'on fasse des déclarations va-t-en-guerre. Il n'est pas question qu'on aille avec la méthode de va-t-en-guerre. Il faut prôner le dialogue. Et les autres partis, Moël, Bénin, BR, UP, Union Progressive, le Renouveau, ils ont fait des déclarations un peu alambiquées. Ils ne sont pas restés contre, ils ne sont pas restés, ils sont restés derrière un communiqué laconique. Mais cette fois-ci, les démocrates ont dit non. Il faut qu'on fasse cette sortie. C'est comme ça qu'on anime la vie politique dans un pays. Alors, sur la question, est-ce que fondamentalement le Bénin a le choix? Le Bénin étant membre donc, de la CEDEAO, l'intervention militaire, ça a été l'une des options donc, prises par la CEDEAO. Ce n'est pas forcément le Bénin seul. Ce n'est pas seulement le Bénin seul, mais les chefs d'État, les dirigeants, nos dirigeants africains doivent toujours entendre la voix de leur peuple. Parce que vous ne pouvez pas vous lever sur la terre et dire nous sommes pays membres de la CEDEAO, c'est vrai. Et il a des déclarations communes. Il faut rester solidaire aux autres pays membres qui prennent des initiatives. Mais derrière tout ça, nous allons... Idriss, vous qui êtes là aujourd'hui, le Niger, je crois que vous avez des parents au Niger. Je crois que moi, qui suis ici, qui vous parle, qui suis devant vous, j'ai des parents aussi au Niger. Et que ça commence, on connaît quand est-ce que ça commence, mais on ne connaît pas quand est-ce que ça finit. Une guerre, à supposer qu'aujourd'hui ça commence au Niger, je crois que c'est nous, quand les éléphants se battent, on dit souvent que ce sont les zéros qui en pâtissent, c'est nous qui en ont souffert. Moi, je n'aime pas quelque part aller me réfugier, peut-être eux autres, ils ont les moyens pour aller rester dans les pays, peut-être en France, dans les pays du Golfe, un peu partout. Nous on ira où? Tout le monde qui réagit, tout le monde qui parle, le bas peuple, tout le monde, les imams, les évêques, tout le monde dit le dialogue. Allons dans la paix. Une intervention militaire, ce n'est pas là le problème. L'intervention militaire, ce n'est pas la guerre contre le peuple nigérien. Il va s'agir peut-être de sauver Bazoum et de le réinstaller dans ses fonctions de président. Pourquoi la question c'est Bazoum? Ceux qui sont là, je sais aussi des Nigériens qui sont des frères de Bazoum qui disent nous, on va réorganiser la manière de vivre chez nous. Nous allons réorganiser la politique adoptée par la France depuis des années. Nous ne voulons plus cette politique-là. Nous sommes un pays, on peut être indépendant. Nous avons des ressources, nous avons le rarium que la France vient extraire et ça ne profite pas. Vous avez eu la chance d'aller plusieurs fois au Niger. Moi, la dernière fois que je me suis rendu au Niger, c'est un pays très pauvre.
Aujourd'hui, je lis à travers les réseaux sociaux, je suis là les émissions sur la chaîne Sahel et Télé Sahel. Quand les gens parlent, je tombe des nues. Je dis, c'est un pays comme le Niger qui a les rangs dans tous les départements et que ce pays qui est pauvre, vous n'avez pas... Le Niger, on ne peut pas comparer le Niger au Bénin aujourd'hui. Quand je circule un peu partout dans certains coins de Cotonou, c'est très joli. Mais vous n'allez jamais voir ça au Niger. C'est un pays pauvre. Les voies, c'est dégradant. L'électricité et tout ça là. Le pays dispose. Alors que nous, on n'a même rien. Le peu que nous avons, nous sommes obligés de vivre. Notre système financier, c'est la fiscalité. Le Niger, il a beaucoup de ressources. Les gens sont venus, ils ont fait les pushistes. Au-delà de tout ce qu'on peut leur reprocher, il faut discuter avec eux, dialoguer avec eux. Ils sont ouverts. La dernière déclaration dit qu'ils sont prêts à dialoguer avec la CEDEAO, même avec la France. On dit la France, reviens négocier avec nous. On veut dialoguer avec toi. Le problème est où? D'accord. Sur la même question, Maître Robert Dossou s'est également prononcé à travers une conférence de presse vendredi dernier. L'avez-vous suivi? Oui, je l'ai suivi de bout en bout. Et ce qu'il a dit, ça rejoint un peu la déclaration du Parti Les Démocrates. Robert Dossou a fait des déclarations au gouvernement. Au même moment, il n'est pas pour une intervention militaire. Je crois que tout le monde qui opine, qui réagisse par rapport à cette situation, dit la même chose. Le chef de l'État, je le comprends, parce qu'il veut rester solidaire à l'institution panafricaine. Et au même moment, dans son fort intérieur, est-ce qu'il est pour? Parce qu'il voit que le Niger, après tout, c'est un pays frère. Nous avons beaucoup de frères au Niger. Le Bénin, si vous descendez un peu vers le nord, la plupart de ceux qui sont de l'autre côté, ce sont nos frères du Niger. C'est la même chose au Nigeria. Quand vous descendez un peu partout vers Sokoto, vers Kano, ceux qui sont là, ce sont les parents. Vous voyez, vous croyez que ceux-là, je suis militaire ou bien, je dois avoir la fibre. Mon frère, est-ce que ce que on veut aller faire là, est-ce que ça nous arrange? Et les militaires entre eux, ils se communiquent, ils se parlent. Je crois que ça serait un peu difficile. Mais on attend de voir. Les Nigériens aussi, au même de leur côté, sont sur pied de guerre. Je crois que cette option-là n'est pas la meilleure option pour régler ce problème. D'accord. Autre sujet avec vous, très rapidement, Nazer Vikou. Plusieurs semaines déjà que le groupe de presse La Gazette du Golfe est suspendu par la HAC pour apologie donc de coup d'État, mais il faut qu'on attende jusqu'au 19 octobre pour connaître donc la décision de la Cour sur la question. Quelle analyse faites-vous de ce sujet? Je crois que dans un pays démocratique comme le nôtre, comme nous plaisons chaque fois à le répéter, il n'est pas question aujourd'hui qu'on fasse la chasse aux organes de presse. Bon, j'ai suivi un peu la chronique de mon cher Hermé confrère Chabel qui a fait déborder le vase, mais la HAC pouvait procéder autrement. Des fois, quand la HAC prend cette décision, je me demande si c'est la décision, est-ce que ça vient d'en haut? Est-ce que c'est une manière de procéder pour faire plaire au chef de l'État? Peut-être que le chef de l'État n'est pas dans cette posture. La HAC est là pour jouer son rôle de régulation, non un rôle de gendarme. On peut interpeller les responsables. Et peut interpeller l'auteur de cette chronique. La rédaction me dit, voilà, par rapport à ce que vous avez dit, l'apologie de coup d'État, ils ont dit, vous avez dit ceci, vous avez dit ceci. On peut les mettre un peu, on peut les recadrer, les mettre un peu à deux, mais aller jusqu'à suspendre un groupe de presse, un organe de presse. Quand les gens disent que depuis l'arrivée de ce régime et que le classement, on a toujours descendu, on est toujours allé vers, on regrette dans le classement, ce n'est pas bon, pour l'image du pays. Et ce que le rôle que joue la HAC, c'est un peu déplorable. Mais avant la suspension, la HAC avait sorti un communiqué donc pour mettre en garde les organes de presse qui feraient peut-être l'apologie. Qu'est-ce que vous appelez apologie? C'est une information. Le contexte était vraiment parfait. Bon, on a vu des pays où vous prenez le Togo, les gens en parlent tous les jours. Si vous allez dans la presse togolaise, que ce soit dans la presse écrite au niveau des radios, télévisions, les gens en parlent. Vous prenez n'importe quel pays, les gens débattent du sujet.
Je ne sais pas ce qu'ils mettent dans apologie. Est-ce que au niveau de la presse béninoise, nous disons il faut encourager les coups d'État? Non, on ne va pas dire qu'il faut encourager le coup d'État. Le coup d'État, ce n'est pas bien. Mais on peut analyser le sujet, ce qui n'est pas bon. Pourquoi ça? Au même moment, si vous dénoncez les coups d'État, et ces chefs d'État-là qui font des coups d'État institutionnels, qui font les tripatouilles au niveau de la Constitution pour s'éterniser au pouvoir. Ça, c'est un autre débat. Bon, c'est aussi un coup d'État, une autre manière de coup d'État. Oui. Ceci, c'est coup d'État, on parle de coup d'État, c'est par les armes. Oui. De l'autre côté, c'est encore plus dangereux. On va parler de... La presse est là pour faire ses analyses et ses commentaires. Je ne sais pas pourquoi on veut dire c'est apologie, tout d'un coup. Ne ce n'est pas bien, ce n'est pas bon pour... sont à la maison, vous voyez, c'est encore une sorte de chômage. Je crois que le chef de l'État, c'est quelqu'un de bon cœur. Et ce qui se passe, il saura régler les problèmes que ces pères de famille qui se retrouvent aujourd'hui à la maison reprennent le boulot, et que Golf TV, la Gazette du Golfe, la radio, tous ceux qui travaillent dans ces organes-là puissent reprendre. Je crois que le chef de l'État, le président Patrice Talon, il est un bon monsieur, quelqu'un qui est sensible à ce que nous vivons. D'accord. On va parler sport très rapidement avec vous. Les Guépards disent adieu à la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Vous êtes journaliste sportif. Est-ce que le match contre le Mozambique était à la portée de nos ambassadeurs? Même si vous allez en guerre, vous n'allez jamais dire que je vais en guerre pour être abattu. Même si le Bénin demain dit qu'il veut jouer un match de coupe pour une compétition face au Brésil, il va dire oui, je y vais, c'est pour gagner le Brésil. Je crois que ce match était un peu à notre portée. On pouvait gagner. Mais si vous allez à une compétition, ce n'est pas la veille de la compétition que vous vous levez. Ce qui nous arrive souvent, c'est qu'on ne prépare pas nos différents matchs. Quand vous êtes engagé pour les éliminatoires d'une CAN, d'une Coupe du Monde, mettez-vous dans la tête que vous avez au moins 6 matchs à disputer. Mais battez-vous les 3 matchs à domicile, battez-vous pour gagner ces matchs-là. Nous avons tout le temps dénoncé le fait que chez nous, on ne se prend pas au sérieux. Le fait que nos matchs, les matchs des équipes nationales ne sont pas bien préparés. Un match, ce n'est pas rassurer les joueurs pour dire vos primes sont garantis, on ira au stade. Non, un match se prépare à tous les niveaux. Il est à côté court, il est à côté jardin. Nous, on est là, on ne dit rien. Un match, ça concerne aussi vous, Idrissou. Ce n'est pas Idriss, ça vous concerne. Ce n'est pas les médias. Ça concerne tout le monde et c'est tout le monde. Chacun joue sa partition. Mais quand c'est un groupe qui va se dire non, c'est nous on connaît, on écarte tout le monde. Bon, je crois que c'est ce qui nous doit nous arriver, qui nous arrive toujours. En 2021, on a raté Cameroun 2021. Nous voilà, on se retrouve devant le fait accompli. Et depuis qu'on est allé à la CAN 2019, on a crié sur tous les toits, alors que c'est l'arbre qui cachait une forêt. On était qualifié. On était qualifié et les conditions dans lesquelles on s'était qualifié, on a fait appeler dessus. On a chassé Omar Chomongo. C'était sa victoire contre la Gambie d'entrée. Si on n'avait pas gagné Gambie ce jour-là, je crois qu'on ne serait même pas qualifié. Dieu a fait, on avait gagné. Le reste, vous avez vu les conditions dans lesquelles on s'était qualifié difficilement. On est allé à la CAN 2019. On a joué 3 matchs. Vous allez à une compétition, vous avez 3 matchs, vous glorifiez, vous dites, on est allé en quart de finale. Le Maroc, qu'on a douté, on a éliminé en 8e de finale. Le Maroc aujourd'hui est au classement FIFA. Sur le plan africain, le Maroc est 2e. Le Maroc a été demi-finaliste. On a rencontré le Ghana, on a fait match nul, 2-2. On a rencontré la Guinée-Bissau, on a rencontré le Cameroun, on a fait match nul. Ces équipes se sont régulièrement qualifiées. La Guinée-Bissau est qualifiée. Oui, ces équipes se sont régulièrement qualifiées. Nous, on a fait quoi? On a régressé. Qu'est-ce qu'on fait? L'équipe qui était en quart de finale, la plupart de ces joueurs sont vieillis. Ils ont atteint leur apogée. Qu'est-ce qu'on a pu faire pour préparer la relève? Nous, on est là à dormir. Les Sénégalais qu'ils avaient rencontrés aujourd'hui, l'équipe est en perpétuel mouvement, en métamorphose. On a des gens qu'on connaissait. Et nous, on est là, on ne travaille pas. On veut avoir les résultats immédiats. On fait croire à l'opinion publique qu'on fait quelque chose, l'équipe est bien. Quel est le travail qu'on doit faire? Nous avons un ministère des Sports, nous avons une fédération, nous avons des équipes, nous avons un entraîneur. Quel est le travail qu'on doit faire? On va faire un travail à la base. Vous vous rappelez, et quand j'étais sur le même plateau il y a quelques mois, je vous avais dit, il faut qu'on commence déjà à faire partir ces vieux-là, et faire venir les jeunes, leur donner le temps.
celui qui est venu l'entraîneur a dit je veux faire un travail pour la Coupe du Monde 2020, même si c'est un rêve béat. Il est permis de rêver. Le Bénin va se qualifier pour la Coupe du Monde 2026 parce que là, les éliminatoires qui démarrent bientôt, alors qu'on n'a pas un travail qu'on fait déjà à la base. Même pour la CAN. On n'a pas un travail qu'on fait, vous voulez le qualifier. Il faut commencer. Les jeunes qui sont là maintenant, les Rachid, les Moumouni, les Tchao, les jeunes là, il faut commencer là dans le temps de jeu. Permettre à ces jeunes-là d'avoir de l'expérience. Quand vous gardez les vieux qui font ombrage à ces jeunes-là, vous aurez une équipe qui commence. Une fois encore, Stéphane Sessayon était encore... il a produit quoi la fois dernière. Il faut savoir quitter les choses avant que les choses ne vous quittent. Sessayon, il a beaucoup fait pour notre équipe nationale. Il s'est beaucoup donné. Aujourd'hui, il est temps qu'il aille se reposer. Vous vous rappelez, je me rappelle quand le coach avait toujours du jus à donner. Il avait beaucoup de talent à revendre. Mais quand les jeunes, les Obi venaient, ils ont dit non, nous on parle. Les gens ont dit au Nigeria, non, il faut rester. On a besoin de donner. Mais Diana Samoa. Oui, vous voyez comment il est parti. Qui est parti. Non, il faut que les jeunes prennent la relève. C'est comme ça. C'est ce qu'on devait faire. Et commencer déjà un travail à la base. Les jeunes de Saint-Rita qui étaient récemment au mondial, championnat scolaire, il faut commencer à donner la chance à ceux-là de s'exprimer. Celui qui a marqué équipe nationale du Sénégal, les Lions contre le Rwanda la fois dernière, c'est un jeune de U23 que l'entraîneur à qui l'entraîneur a voulu donner la chance. Et vous voyez ça, il a marqué. À partir de cet instant, il bénéficie de la confiance de l'entraîneur. Vous voyez, c'est comme ça qu'il faut commencer à travailler. Nous, on est là, on rêve. Soit c'est le ministère qui organise des matchs, la fédération se dit on ne m'a pas associé. La fédération se met à l'écart. Dans ces conditions, vous voulez qu'on gagne? Une équipe nationale, c'est la fédération, c'est le ministère. Vous êtes en symbiose. La presse, on met tout le monde à contribution. Mais quand tu auras un groupuscule qui va s'approprier pour dire c'est nous parce que l'argent de l'État, non, ça ne se passe dans aucun pays. Comme ça, s'il n'a pas harmonie, il ne peut pas avoir le résultat. D'accord. Est-ce qu'on peut situer les responsabilités? Est-ce que c'est parce que les joueurs ne sont pas trop performants? Est-ce que c'est parce que la fédération n'est pas suffisamment impliquée dans l'organisation des matchs? Est-ce que le ministère ne fait pas ce qu'il doit faire pour que effectivement nos équipes puissent évoluer? Encore qu'on est passé on va dire, des écureuils au guépard. En principe, ça doit pouvoir changer quelque chose, non? Est-ce que c'est le nom, changer le nom qui fait le problème? On peut vous appeler serpents. Mozambique, on les appelle les serpents, mamba noirs, les serpents noirs. Donc ça veut dire que le serpent a mordu guépard. Non, le problème n'est pas là. Le problème, on devait être professionnel dans ce qu'on veut faire. Je vous ai dit tout à l'heure, un match, on ne prépare pas un match de football sous des coups de tête parce que c'est... Non. Le ministère joue son rôle, le gouvernement joue sa partition. C'est pour la première fois que je vois un gouvernement qui met assez de moyens. Qu'il s'agit des matchs des écureuils. Mais le résultat ne suit pas, on doit se poser la question, qu'est-ce qui ne va pas? Le résultat ne suit pas depuis 2016. Si on enlève la carte de 2019, on ne s'est pas qualifié pendant combien de temps? 2017. Ça fait 2 rendez-vous. 2 rendez-vous, est-ce normal pour un pays où on dit que le football est en train d'évoluer? Quart de finaliste. Quart de finaliste, et on est absent. Et je ne le souhaite pas, je ne suis pas apatride, mais si on ne sait pas faire, on sera encore absent en 2025. Si on travaille, ne commence pas dès maintenant avec la jeunesse. Le ministère fait ce qu'il peut, mais ne sont pas encore ça. Il a des gens, parce que c'est à cause des primes, ils sont là, ils ne veulent rien faire, ils veulent voyager, ils se disent qu'ils sont managers, ils sont managers de l'équipe nationale, c'est ça qui les intéresse. Ils étaient là quand on avait joué contre la Sierra Leone, on avait porté réserve. C'est il faut remédier à tout ça là, Associer ceux qui peuvent faire le travail. Associer la fédération, il faut toujours associer la fédération. La fédération doit être impliquée. Mettre en place une commission mixte. Et chacun doit jouer son rôle. La presse aussi a son rôle à jouer. Quand vous allez, la fois dernière, il y a un confrère qui me contait. Il était avec un confrère mozambicain en cabine pour faire retransmission. Dès que le Mozambique marque, il le laisse. Il va savourer sa victoire avec son équipe. Après, il revient. C'est le patriotisme, ça. Alors qu'ici, parce qu'on fait des clans, parce que tu dis ceci, on a joué contre le Sénégal la fois dernière, on a dit mort d'homme. On a dit les commissions. Juste là, on ne trouve rien. Parce que ceux qui ont organisé ce match-là, on peut peut-être endosser la responsabilité. 3 commissions. 3 commissions, mais rien, on ne trouve rien. Juillet, août, septembre, dans quel pays nous sommes? Alors que le chef de l'État a demandé, je veux voir clair. Dans quel pays sommes-nous?
Peut-être que les enquêtes se poursuivent. Les résultats. C'est comme s'il a une politique de 2 poids 2 mesures, ce à quoi on assiste toujours. Ce n'est pas bien. D'accord. On va parler de la performance des Guépards. Cette fois-ci, ce n'est pas de la déception. Les mondiaux donc, de pétanque qui se déroulent au Bénin. Alors, on va commencer par rendre hommage quand même à un homme, le président de la Confédération africaine des sports boules, qui a tenu bon pour que nous puissions avoir la chance d'organiser ce championnat. Vraiment, Idriss, moi, ce n'est pas de mes habitudes. Vous pouvez être mon frère, mon parent. Si vous faites mal, moi, je m'en fous, je dénonce. Mais ce monsieur, on n'est pas amis, je ne le connais pas, à part que je vais souvent à ces conférences de presse. C'est un monsieur qui m'a vraiment séduit. Il s'est beaucoup battu. Il s'est plié en 4. Qu'est-ce qu'il n'a pas fait? Et avant d'obtenir cette organisation-là, ça a été la croix et la bannière face au Canada. Il a eu trahison au niveau des votants. Mais après, il s'est battu. Il a pu obtenir l'événement. Il a eu le glissement de date. On a promis boulodrome. Il a dit, tant que je serai là, ça doit être organisé chez moi. Malgré que il est le président de la Confédération africaine de sport. Confédération africaine de sport, ça veut dire quoi? Qu'il a les autres pays africains qui siègent. Mais il s'est battu, il a tout négocié. Aujourd'hui, le rêve est devenu une réalité. Aujourd'hui, le Bénin, vraiment, on est vu un peu partout. Canal+, tout le monde. C'est un honneur pour mon pays. C'est un honneur pour nous, journalistes, reporters sportifs que nous sommes. En cela, je salue aussi la volonté politique qui a accompagné. Même si le boulodrome, tant promis, n'est pas encore là. Vous avez des chapiteaux. Oui, bon, on a des chapiteaux, oui, c'est vrai. C'est en cela qu'il faut féliciter le gouvernement, surtout le chef de l'État. Ça permet également de découvrir notre Amazon. Vraiment, on a vendu vraiment le Bénin à travers cette compétition. Vraiment, Idriss Ibrahima, il faut le féliciter, il faut le remercier. Il a battu un travail gigantesque. Et c'est en cela que j'en interpelle le chef de l'État pour que, au lendemain de cet événement, qu'il puisse recevoir les membres du comité d'organisation, le président de la Confédération africaine de sport boule, et penser à le décorer. Il ne faut pas qu'on attende sa mort pour le décorer à titre possible, parce que celui-là, il a beaucoup fait. D'accord. Ah, non. Encore qu'on a observé peu d'engouement autour de ce championnat. Est-ce que c'est parce que... Non, il avait la dame plus l'intempérie, mais je crois que tous les jours, il a un côté volé qui a été pris en compte parce que la mobilisation, au jour le jour, les supporters qui sont mobilisés à chaque fois, je les vois à chaque fois quitter devant le stade de l'Amitié, converger vers là-bas. Je crois que tout est mis pour que chaque fois du côté d'Amazon, ça n'est. Je crois que malgré la pluie, les gens font le déplacement. La population, tout le monde, les gens veulent aller voir. Encore que c'est la période des vacances. Je crois que ce qui s'est passé, c'est vraiment pour le Bénin, c'est vraiment pour le pays, c'est vraiment pour l'image de la rupture qui a dit à travers le sport, je vais faire révéler le pays. Et ça, c'est même si au-delà de tout, il a quelques quoi qu'il faut relever, mais c'est bon, et tout ceci c'est grâce à un homme, l'honorable Idriss Ibrahima, qu'il faut décorer, qu'il faut dans l'immédiat saisir la vice-présidente, la chancellerie, pour qu'on organise une cérémonie à son honneur, parce qu'il mérite d'être décoré au Panthéon. D'accord, on va finir avec cette dernière question. Un mot sur la prestation donc, des Guépards au cours de ce championnat. Oui, félicitations à eux. Grâce à eux, on a participé, on n'a pas été ridicule. On a pu obtenir la médaille d'or au niveau des doublettes mixtes. On a obtenu la médaille d'argent. Donc je crois qu'on n'a pas démérité. Et je suivais les résultats tout à l'heure. Le Bénin est même qualifié pour disputer les demi-finales au niveau de la Coupe d'Afrique, c'est-à-dire pour permettre à la Fédération internationale de pétanque et de jeux provençaux de faire le classement à l'issue de la compétition. Il a les battus qu'on classe au niveau de chaque nation pour disputer des tournois entre eux. Je crois que le Bénin n'a pas été très gros. C'est une discipline qui n'est pas tellement reconnue. Et je crois qu'à travers cette compétition, la discipline, beaucoup de Béninois vont commencer à s'y intéresser et que dans les jours à venir, parce qu'on est qualifié déjà pour l'édition des 51e championnats du monde, qui auront du côté, si mes souvenirs, je ne sais pas encore, mais on est déjà qualifié. C'est vous dire que déjà, il faut commencer à travailler pour être présent encore à ce rendez-vous. D'accord.
Nazer Vicou, directeur de publication du quotidien Le Pays Émergent, journaliste sportif, merci pour ces analyses. On se retrouve dans quelques semaines. Bon, oui, quelques semaines, bien. Si vous le voulez, on peut se retrouver du côté de la place Amazon pour suivre les derniers instants. Tout à fait. Très bonne journée à vous. Mesdames et messieurs, voici à présent notre artiste de la semaine. Ce dimanche, nous sommes avec un acteur du cinéma. Vous êtes prêts? Attention, Première Ligue, Ligue 1, Liga, Serie A et Bundesliga, les plus grands championnats vont faire sensation. Des ambiances à couper le souffle, du spectacle à en perdre la tête. À l'école des talents, c'est de là, sont les premiers. En immersion dans le meilleur du football européen, vous allez vibrer, vous allez crier, vous n'allez pas en croire vos yeux. Vivez la reprise des 5 championnats européens seulement avec Canal+. Ça revient. C'est un but pour l'histoire. En ce moment, réabonnez-vous à votre formule et profitez de 15 jours offerts à tout Canal+ pour vivre le meilleur du foot. École de Cotonou et Abomey-Calavi, prêt à relever le défi santé? Ne cherchez plus. Frucop est de retour pour une 3e édition encore plus délicieuse pour vos enfants. Avec seulement 16 000 francs CFA, votre enfant bénéficiera de notre service premium. Recevons chaque semaine une délicieuse salade de fruits faite avec amour pour éveiller le papy et les faire grandir en pleine santé. Et ce n'est pas tout. Pour la première fois, chaque enfant inscrit au Frucop aura le privilège de bénéficier d'une assurance santé en partenariat avec la mutuelle de santé de Cotonou. Inscrivez-vous dès maintenant au 60 43 43 43. Parents d'élèves et étudiants, avez-vous marre de payer trop cher les fournitures scolaires de vos enfants? Cette rentrée, choisissez les boutiques Le Vrai Bonheur. Dans les boutiques Le Vrai Bonheur, vous trouverez tout pour cette rentrée, depuis la maternelle jusqu'à l'université, le tout à des prix incroyablement bas. Nous mettons aussi à votre disposition des sacs de marque Aokin de qualité et les livres au programme. Téléphone 97 87 40 32 97 112 78 27. Avec Le Vrai Bonheur, cette rentrée aura lieu dans la joie. Vive la rentrée! Du cinéma dans le grand format de ce dimanche. Nous sommes avec un acteur du domaine qui s'installe progressivement donc dans le domaine, un jeune qu'on ne présente plus dans le domaine du cinéma, Guy-Ange Diomion Achimakin. Bonjour. Bonjour monsieur, bonjour chers téléspectateurs. Bonne arrivée, merci d'être avec nous ce dimanche. Alors dites-nous, comment se porte le cinéma béninois? Une question comme ça pour vous. Alors, je dirais que le cinéma béninois est en train de se refaire une santé. On est en train de se refaire une santé. Il y a pas mal d'actions qui sont en train d'être menées dans ce sens. Donc, voilà, actuellement, je ne dirais pas qu'on est déjà au niveau des pays africains qu'on connaît, notamment la Côte d'Ivoire, le Sénégal, le Cameroun et autres. Le Nigeria, mais on vient en force. On a déjà posé certaines bases avec, par exemple, le Black Santiago Club, la série Canal, ou encore... voilà, les différentes réformes qui sont en train d'être prises, les formations qui naissent un peu partout. On a même CMS City, par exemple, qui lance un programme de formation. Et il y a pas mal d'actions qui sont en train d'être menées, sans compter les ressources. On a beaucoup de talents, que ce soit... Justement, en fait, c'est ça la question. Le Bénin a commencé le cinéma il y a très longtemps. Très longtemps, oui. En ce moment, bon, la Côte d'Ivoire, on va dire que la Côte d'Ivoire ne s'intéresse pas trop au cinéma. L'Afrique du Sud également. Le Sénégal, aujourd'hui, ces pays ont beaucoup émergé donc, en matière du cinéma. Au Bénin, qu'est-ce que nous faisons? Quand bien même nous disposons de très bons acteurs, de très bons réalisateurs, de très bons directeurs de photographie, en tout cas de toutes les compétences qu'il faut pour faire du cinéma. Mais pourquoi est-ce que ça ne prend pas? Alors, je pense que, comme vous l'avez dit, le Bénin a été vraiment en avance sur ces pays-là, surtout avec, par exemple, la série Aziza qui était sortie dans le temps, ou encore Taxi Brousse. Taxi Brousse, voilà. Mais après, vous savez, on est dans un pays, moi-même, je me pose beaucoup de questions. Il n'y a pas que dans le cinéma, il y a le côté au niveau de la musique aussi, par exemple, où ça bloque toujours un peu. Et on a du mal à répondre à cette interrogation. Mais je pense qu'aujourd'hui, il y a une dynamique qui est en marche. Il y a une volonté politique, même si elle n'est pas encore totalement exprimée. Mais voilà, je pense que d'ici 2-3 ans, je pense que le cinéma béninois va vraiment
se refaire une très bonne santé. Comme vous l'avez dit, on a de très bons talents. Et on remarque en plus que ces talents, quand ils s'exportent, ils brillent toujours. On a Kismat Baghiri, par exemple. On a Alain Nounayon, qui est directeur photo. On a... il y a des noms, il y a Dimon Oussou, on a Telak Pomao qui brille aussi du côté de la France, on a Faisal Yolon fait en production, on a des gens qui sont bien partout en fait. Et une fois dans le pays, ça devient délicat. Mais en fait, quand on sait que le cinéma c'est de l'industrie, on ne fait pas de cinéma seul, c'est toute une équipe. Est-ce que le Béninois a du mal à travailler en équipe, a du mal à travailler avec les autres, donc pour réaliser de bons films? Non, quand on prend par exemple les artistes, donc les chanteurs, il peut chanter seul, il peut porter tout seul son projet. Est-ce que pour sortir un film, il faut être à la fois réalisateur, il faut être à la fois acteur, il faut être à la fois distributeur de tes films? Comment est-ce que le Béninois a du mal à travailler en équipe? Ok, l'autre question elle est très pertinente parce que contrairement à la musique par exemple, l'industrie du cinéma est vraiment un travail d'équipe. Tu ne peux pas faire un film sans un réalisateur, sans un producteur, sans des acteurs, sans même des figurants, enfin tout le monde a son importance quand il s'agit de faire un film. Le problème, on travaille en équipe, mais pour faire un film aussi, ça demande beaucoup d'argent. Quand tu te rapproches des gens, il n'y a pas vraiment de gens qui croient, qui sont prêts à investir dans notre cinéma et diront qu'ils ont eu à investir par le passé, reste à prouver, qu'ils ont eu à investir par le passé, ou bien que voilà, le cinéma béninois, les gens ne s'y intéressent pas. Mais non, il y a beaucoup de jeunes qui font des films et qui arrivent à exporter le film sur des festivals un peu partout dans le monde. Mais après, au niveau du pays, les films finissent au placard. Et c'est quand même bizarre. Mais encore une fois, je reste très optimiste parce qu'il y a une dynamique, il y a une jeunesse qui vient et qui est en train de pousser la chose et qui prend, sans manquer de respect aux aînés, je dirais que cette jeunesse s'adapte est plus adaptée aux réalités du cinéma à l'échelle internationale qu'il y a 10 ans par exemple, ou il y a 15 ans, où la formation manquait. L'autre chose aussi, c'est qu'ici, il y a beaucoup de formations qui manquent. Heureusement, il y a des formations qui sont en train d'émerger, comme j'ai dit, du côté de l'actorat, par exemple. On a Sedo Tosu qui fait quand même qui a une école et qui mène des actions dans ce sens. On a Telak Pomao qui lance sa formation chaque année. C'est la 2e édition qui va commencer le 16 août prochain, une formation triptyque. Et il y a les métiers de l'actorat, par exemple, l'écriture de scénario. Cette année, il y a les maquilleurs, les autres métiers du cinéma qui pourront être formés. Et en plus, c'est en partenariat avec les Coups Florent. Vous imaginez les Coups Florent, qui est l'une des meilleures écoles de cinéma en France. Et voilà, il y a des trucs qui viennent comme ça, on a des ressources. Quand on est dans un contexte où le président de la République tient à révéler le Bénin, on sait que le cinéma, c'est l'un des meilleurs canaux donc, pour révéler exactement, le Bénin. Exactement. Est-ce que la volonté politique accompagne également les initiatives? Bon, vous savez... je n'aimerais pas... je vais être franc. Oui. Il y a une volonté politique. Après, il y a beaucoup d'optimisme, il y a beaucoup de... On a besoin d'action. Je dirais qu'au-delà des paroles, des promesses, voilà, c'est le mot que je cherchais, on a besoin de plus d'action. Et c'est très important pour nous parce que aujourd'hui, c'est vrai, il y a des petites démarches qui sont menées, mais ce n'est pas encore ça. Moi, vous venez de recevoir un invité qui parlait des guépards. Moi, je suggère par exemple que tout cet argent qui est investi au niveau des guépards, qu'ils prennent un peu et qu'ils investissent du côté du cinéma. Moi, je promets qu'ils ne seront pas déçus. Parce qu'on se bouge vraiment on fait vraiment des efforts. Voilà, il faut beaucoup d'argent. Les gens ne comprennent pas, mais je vous assure, pour faire un film de qualité aujourd'hui, il faut plusieurs millions de francs CFA. Même pour un court-métrage, c'est des millions de francs CFA. Donc imaginez un peu s'il faut faire un long-métrage, aller sur une série et tout. On ne va pas toujours attendre Canal+, ou bien on ne va pas toujours attendre, je ne sais pas moi, les investisseurs de l'étranger. Aujourd'hui, il faut investir dans le cinéma. Quand l'étranger doit investir, il pose ses conditions. Il pose ses conditions et vous donne des directives qui ne sont pas forcément en adéquation avec ce que vous voulez. Vos réalités. Alors, vous êtes un ancien élève du Prytanée militaire de Bemberger, diplômé de l'ENAM, en diplomatie et relations internationales. Au lieu d'être ambassadeur ou je ne sais pas quoi, militaire. Qu'est-ce qui vous a poussé dans le cinéma?
Alors, je dirais que c'est vrai, j'ai fait le Prytanée militaire et l'ENAM, d'ailleurs, j'aime pas trop qu'on me rappelle ça. Je ne regrette pas. Oui. Ça, c'est sûr, parce qu'aujourd'hui, si je suis là à m'exprimer aussi bien devant vous, c'est en partie grâce à ces formations. Oui. Mais je dirais que depuis toujours, moi, j'ai toujours voulu travailler dans ce métier, être acteur de cinéma. Je me rappelle au Prytanée, déjà, j'emmerdais mes amis avec. Je disais, ouais, vas-y, je serai à Hollywood un jour. Je ne suis pas encore à Hollywood, mais aujourd'hui, je pose des bases et puis je suis mon évolution. C'est étape par étape, en fait. Donc, ensuite, j'ai fait l'ENAM, comme vous l'avez dit. Il faut dire que j'avais le choix entre les relations internationales et autre chose. Mais et le cinéma, il n'y avait pas vraiment d'école de cinéma au Bénin. Je ne voulais pas faire de la réalisation. Je voulais être acteur, il n'y a pas une école qui va dans ce sens au Bénin. Et donc, je me suis lancé au niveau de la DRI, la diplomatie à l'ENAM. Et quand j'ai eu mon diplôme, je me suis rendu compte qu'il y avait des opportunités qui s'ouvraient pour moi dans le milieu du cinéma. Je dirais que mon premier casting, par exemple, je l'ai fait en 2015. J'étais encore à l'ENAM. J'étais tout jeune et tout, mais il a fallu 4 ans pour que j'aille refaire mon deuxième casting. J'ai attendu d'avoir ma licence d'abord, j'ai attendu de vraiment prendre mes repères, d'être sûr de ce que je voulais avant de me lancer. Depuis 2019, aujourd'hui, ça fait plus de 4 ans. Et les résultats sont là, on évolue et on essaye de sortir la tête de l'eau. Et grâce à ces formations au Prytanée militaire et à l'ENAM, j'arrive à sortir du lot. Parce que comme je l'ai dit, la formation manque aux professionnels, enfin, aux gens qui se disent professionnels dans notre métier. C'est aussi ça, on ne va pas toujours jeter la pierre aux autres. On doit se remettre en question nous-mêmes. Et on doit toujours chercher à se former et à apprendre davantage sur le métier. Alors, c'est un choix que vous avez fait, on va dire. C'est un choix personnel, un choix et même assumé. Et même risqué. Comment vivez-vous aujourd'hui cette passion donc, du cinéma? Alors, je dirais que voilà, les opportunités ne sautent pas tous les jours au Bénin, dans notre pays. Il y a quelques-unes que j'ai eues. Je me suis débrouillé pour les saisir, notamment, par exemple, Piégé qui est passé sur Canal+, la série Black Santiago dans laquelle je joue le rôle de Tchaye, ou encore tout récemment l'habillage d'antenne pour les chaînes A+, Bénin, j'ai été un des acteurs. Tout ça, j'ai été nominé au Ciné 229 dans la catégorie meilleure interprétation masculine, grâce à mes rôles dans certains courts-métrages et tout. Et en dehors de tout ça, voilà, les Dahomey All Star aussi, où j'ai été nominé récemment. En temps, je fais de la web comédie. C'est ça qui m'a permis aussi sur les réseaux avec Frido Ido de me faire connaître davantage. Et je me suis dit, mais si les opportunités ne viennent pas comme ça, qu'est-ce que moi je fais en fait pour me démarquer? Alors j'ai décidé, vu la petite communauté que je créais déjà sur les réseaux, de faire mes propres courts-métrages. Je produis mes propres courts-métrages, mais sur des thématiques bien définies. Je vous l'annonce là, je ne l'ai même pas encore annoncé sur mes réseaux. J'ai un de mes films d'ailleurs, Bris de silence, c'est le tout premier que j'ai eu à faire dans cette optique, qui traite sur les violences conjugales, qui a reçu une nouvelle sélection sur le festival international sur les droits. Et le festival, permettez-moi, je vais vous le donner tout à l'heure. Le festival, c'est un festival en Afrique du Sud, voilà, le festival international du film africain sur les droits de l'homme. C'est ça. Donc le film a été sélectionné, c'est un court-métrage qui a été sélectionné pour le festival à Cape Town en Afrique du Sud. Ça, c'est une information que j'ai eue hier, une nouvelle que j'ai eue hier tout simplement. J'en ai fait d'autres là. Le tout dernier, c'est le Club des dépressifs anonymes, une thématique sur la santé mentale qui est très d'actualité, pardon. Et j'ai fait ce court-métrage parce que ça me parle aussi un peu et ça montre un peu, justement, je représente un acteur, un journaliste, une journaliste, pardon, un chef d'entreprise et une étudiante, voilà, dans ce petit court-métrage qui raconte leur vécu. C'est des gens, en apparence, tout le monde pense qu'ils vont bien. Oui. Quand vous voyez tout ça, on ne se doute pas que, voilà, vous pourrez avoir vos problèmes et tout. Et pourtant, c'est des gens, ce sont les personnes les plus touchées par la santé mentale, pas les maladies mentales, c'est ça. Et dans ce sillage, moi, je fais mes courts-métrages. J'en ai fait un sur l'importance de parler sa langue maternelle. J'en ai fait aussi un sur les dilemmes de la vie et tout. Donc, c'est le 5e court-métrage que je viens de produire, là, le Club des dépressifs. Et ça m'a inspiré une idée aussi. J'en parle brièvement, l'idée d'un festival. Le Festival africain du bien-être mental, avec... que je suis en train de monter avec Jamil Mamangao, Desta Domingo et Christelle Yimansou. Ce sont les 4 et les 3 autres en plus de moi qui portons ce projet. Il s'agit d'un festival qui va parler de la santé mentale et
qu'on va lancer le 10 octobre prochain, qui est la journée mondiale de la santé mentale. C'est ça. Donc, on est en train de travailler dessus et il y a pas mal d'activités. Il y aura la projection, bien sûr, de mon court-métrage, le Club des dépressifs anonymes. Il y aura des activités comme des panels sur la sensibilisation ou encore des prestations artistiques, un vernissage, etc., du yoga, du sport. Tout ça contribue au bien-être mental d'une personne. Et voilà, on est toujours à la recherche aussi de... Je profite pour lancer un appel rapidement, si vous me permettez. Allez-y. On est en train de chercher toujours des partenaires et des sponsors pour ce festival qui est inédit. Je dis inédit parce qu'il n'y a aucune action qui est menée dans ce sens. Il y a des actions qui sont menées, mais il n'y a pas un événement, un festival ou un truc comme ça qui porte sur la santé mentale, ne serait-ce en Afrique. Donc, ça va être vraiment une opportunité inédite à saisir pour tous ceux qui vont nous accompagner. Et pour répondre à votre question, c'est trouver le moyen de se démarquer des autres. Vous voyez tout ce que je vous dis, c'est trouver le moyen de me démarquer. Je suis à la base acteur de cinéma, mais je me suis retrouvé à être en train de produire mes propres œuvres et à écrire même, à faire scénariste et tout. Contrairement à d'autres qui sont peut-être assis chez eux et qui attendent l'opportunité d'une chaîne ou bien un casting, des choses comme ça. Non, aujourd'hui, on est dans un monde où c'est saturé et il faut se démarquer. Il faut se démarquer. Alors, dilemme paradoxal. Oui, dilemme paradoxal. C'est un court-métrage qui raconte l'histoire d'une jeune dame qui a un enfant, enfin un couple qui a une jeune dame qui vient prier à l'église et qui a un petit garçon mais qui n'arrive pas à subvenir. La rentrée est proche, la rentrée c'est demain d'ailleurs. Et voilà, la jeune dame n'arrive pas à payer les cours, les fournitures et tout ce qu'il y a autour de la scolarité avec son mari. Le mari est chômeur, elle, vraiment, c'est une ménagère et tout. Dans le même temps, il y en a un autre qui vient, un riche monsieur, qui lui vient de perdre son garçon. Il a beaucoup d'argent, mais un cancer a emporté l'enfant. Et dans le même temps, toujours pendant qu'ils étaient en train de faire les prières, tout se joue avec les dialogues et tout. Pendant qu'ils étaient en train de faire les prières, il y a un couple qui rentre dans l'église et eux, non seulement ils n'ont pas d'argent, mais leur enfant aussi est entre la vie et la mort. Donc il faut de l'argent pour le sauver. Et ils viennent se confier. Tout le monde vient se confier à Dieu. C'est une manière de montrer qu'en fait, on se plaint toujours, mais il y a toujours quelqu'un derrière qui a une situation qui est pire que la nôtre. Tout à fait. Et c'est un peu ça, dilemme paradoxal. D'accord, on va suivre donc la bande-annonce et puis on revient. Du Club des dépressifs anonymes. Oui, du club, oui. Okay. Tout à fait. Qui veut bien commencer? Je n'ai pas été un bon père. L'argent a fait de moi son esclave. À plusieurs reprises, j'ai pensé à me suicider. Solitaire malgré moi parce que mes parents ont failli à leur titre. Les gens n'en ont rien à foutre de qui je suis en réalité. Ici, nous sommes une famille. Et orphelin de ma propre fille. Moi, je ne sais pas ce que je fais ici. Êtes-vous heureux? Comment être autant entouré de gens et se sentir aussi vide de l'intérieur? Chérie, joyeux anniversaire, chérie. Voilà donc pour la bande annonce de film Club des dépressifs anonymes. Alors, quelle est brièvement l'histoire? Oui, comme je vous expliquais, c'est l'histoire de personnes dépressives qui se retrouvent... voilà, il y a une responsable du club qui a créé son club et qui invite des personnes anonymes, des personnes qui ne se connaissent pas à venir dans le club. C'est un peu comme les alcooliques anonymes ou bien ce genre de choses. Oui. Et l'histoire, c'est l'histoire d'un acteur qui est dans sa crainte permanente, qui est confronté à toutes ces difficultés, qui tombe dans une dépression. C'est l'histoire d'une journaliste, qui aussi a ses problèmes, l'histoire d'une jeune étudiante, grosse de riche, qui malgré tout le luxe qui l'entoure en fait n'arrive pas à s'épanouir et qui est très malheureuse. Et c'est aussi l'histoire d'un chef d'entreprise qui a tout fait pour devenir super riche, mais il pensait que ça allait le mettre à l'abri des problèmes, mais arrivé là tout en haut, voilà, les problèmes sont encore plus importants et la dépression elle fait de lui son meilleur ami. Donc c'est une histoire qui porte sur la santé mentale.
c'est une histoire qui est racontée comme ça, mais qui touche beaucoup. Et il y a pas mal de suspense, il y a de belles surprises, il y a des choses auxquelles personne ne va s'y attendre et qui va surprendre. Et voilà, je recommande, j'invite tout le monde à guetter le Festival africain du bien-être mental, parce que c'est là que le film sera projeté le 10 octobre et également le 13 octobre au Scope de Semen City pour une communication à partir. Donc ce sont les 2 dates qui sont prévues pour la projection. Après, bien sûr, dans le compte du festival, il y aura une descente dans certaines universités et entreprises qu'on a eu à sélectionner pour aller aussi sensibiliser sur les questions de santé mentale. Bien sûr, avec comment on appelle le concours, avec l'aide de personnes du système médical, et aussi, par exemple, je vous raconte brièvement une histoire comme ça, toujours dans la quête d'activités pour le festival. On a été à Porte-Nouveau hier, au centre d'art-thérapie. Je ne sais pas si vous connaissez, mais c'est un centre où des malades mentaux peignent des tableaux. Et c'est incroyable. C'est une activité qu'on a prévue pour le festival. Et ça, je vais me taire et je vais laisser les gens découvrir. Vous avez postulé pour le FESPACO 2023 avec pour ambition d'être sélectionné parmi les 15 meilleurs talents. Oui. Finalement, qu'est-ce que ça donne? Bon, par rapport au FESPACO, vous savez, je n'ai pas été retenu. Et ça fait partie du métier, parce qu'il y a... Je dirais que c'est pas ça, il ne s'intéresse pas tellement aux acteurs, plus aux gens en production et tout ça. Et donc c'est aussi peut-être ça qui... Et puis ils veulent vraiment un nombre réduit par pays. Au Bénin, ils en ont pris une personne et tout. Donc voilà, on est dans un métier où il y a des échecs comme dans tous les métiers, les échecs, les succès. Et voilà, il y a... Par exemple, mon film qui est sélectionné sur un festival aujourd'hui, j'ai postulé à plusieurs autres festivals où j'ai eu des refus. Peut-être parce que la thématique ne correspondait pas, ou même j'ai été à des castings où je n'ai pas été retenu. Mais voilà, ça ne fait que écrire mon histoire. Ça fait partie de l'histoire, et les gens ne se rendent pas compte de tous les efforts qu'on fait parfois, des échecs qu'on essuie. Mais il n'y a que quand tu es tout en haut que ça applaudit, mais on a tous nos échecs, et voilà, le FESPACO. Mais je continue de postuler. Moi, ma devise, c'est never give up, ne jamais abandonner, toujours aller vers ses objectifs, et c'est comme ça. Et votre rêve, vous l'avez dit, c'est d'aller à Hollywood. Est-ce que vous êtes, on va dire, un peu proche de ce rêve? Je n'en suis pas loin quand même. J'y travaille. Je vais dire que j'en suis proche. J'y crois. Je pense que c'est plus la foi qu'autre chose, et j'en suis très proche. J'ai déjà eu un film qui a été sélectionné, Safia par exemple, qui a été sélectionné aux États-Unis. J'ai des films qui ont été en compétition aux États-Unis. J'ai déjà eu l'opportunité de voyager en période de Covid vers les États-Unis. Donc voilà, j'en suis très proche. Je me bats pour ça, et ça va se faire. D'accord. Donc rendez-vous le 10 Le 10 octobre, oui. Le 10 octobre pour le festival. Et puis la deuxième date la deuxième date pour la projection. Pour la projection. C'est le 13 octobre. Le 13 octobre, okay, le 10, 13. Et ensuite, bon, ça se sera pour les gens qui seront dans les universités et entreprises qu'on aura sélectionnées pour découvrir les autres activités également. D'accord. Merci beaucoup. Merci à vous, monsieur Guy Ange. Oui. Jomion, je préfère Jomion parce que vous l'ajoutez. Jomion Achimaken, c'est ça. Acteur du cinéma. Très bonne journée à vous. Merci de votre passage sur le plateau du Grand Format. Mesdames et messieurs, c'est ici que s'arrête l'aventure Grand Format de ce dimanche 17 septembre 2023. Merci à vous qui nous suivez depuis Lanta, c'est à Koulikame. Merci de votre fidélité au programme de Canal 3 Bénin. On se retrouve dimanche prochain pour vous servir avec le même plaisir. Au revoir.